Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous sur Télé 50. C'est le rendez-vous de votre magazine Grand Plateau. Trois principaux sujets de l'actualité s'invitent sur ce Grand Plateau. Nous allons faire le point sur la suspension du Premier ministre honoraire qui est également cadre du PALU. Le deuxième sujet portera sur la déclaration d'Antoine Gizenga et nous ferons également le tour d'horizon sur le décryptage des tribunes de Muzito, je le disais, qui est l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Avec nous sur ce plateau un invité, il s'appelle Steve Kivuata, il est consultant juridique, mais également membre de ce parti, le PALU. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission, Grand Plateau. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de Fiston Kamanda de la RTVS 1. Bienvenue, Fiston. Bienvenue. Alors, la première question, vous faites partie de parti, le PALU. Comment se porte, à votre avis, le PALU? Quel est le regard critique que vous portez sur la gestion de ce parti avec son secrétaire général, Antoine Gizenga? Apparemment, le PALU est dans la tourmente. Je pense que tout parti démocratique qui veut évoluer ne peut qu'être dans la tourmente, mais il est essentiel que la tourmente soit orientée vers les idées qui vont permettre au parti de continuer sa lutte. Le parti Lumumbiste Unifié, c'est tout à fait normal. C'est un parti qui a totalisé 52 ans d'existence. Ce n'est pas peu. Et c'est un parti qui a été dans toutes les luttes. Premièrement, c'était la lutte pour la décolonisation du pays, pour l'indépendance. C'est vrai que ce n'était pas dans le cadre du PALU, mais les 4 partis qui ont fusionné dans le PALU existaient déjà avant 1960. Je parle du Centre pour les regroupements africains de Marcel Bissoukiro, oui, qui était d'ailleurs présent lors de la clôture de festivités du cinquantenaire, CEREA, le Balubakat, le parti de Jason Sendwe, où a milité Mosé Laurent Désiré Kabila, le PSA d'Antoine Gizenga, où il y avait Pierre Moulélé, et le MNC de Patrice Emery Lumumba. Déjà, avant 1960, ils ont existé, ils ont lutté pour l'indépendance, ils ont réussi à obtenir l'indépendance, et en 1964, ils se sont réunis pour créer le PALU, qui a commencé à lutter à partir de 1967 contre la dictature et pour la démocratie. Donc c'est un parti qui a été dans toutes les luttes. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le Congolais ait encore besoin de ces partis et que la classe politique a toujours besoin de ces partis modèles. Et eux-mêmes, le militant du PALU, disent PALU Mwinda Congo. Mais le regard sur la gestion, évidemment, de son secrétaire général aujourd'hui? Le secrétaire général a été dans toutes les luttes. Il est dans le cosmos. Il n'est même plus à critiquer. C'est un peu comme Nelson Mandela, dans ses derniers jours, on ne pouvait plus le critiquer. Est-ce que Nelson Mandela a rendu le peuple noir de l'Afrique du Sud riche? Non. Il a eu à faire ce qu'il a fait et les gens l'ont apprécié par rapport à ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, le patriarche Antoine Gizenga, on ne peut plus le juger par rapport à ses actes d'aujourd'hui, parce qu'il a déjà fait une très grande lutte. Le patriarche, ce n'est plus une personne, c'est un patrimoine commun de la République, c'est une idée, c'est la lutte pour l'indépendance, oui, c'est la lutte pour la démocratie. Eh bien, tout ce qu'il peut commettre comme faute ou comme erreur aujourd'hui, c'est à mettre sur le dos de ceux qui doivent gérer le parti au quotidien. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut orienter les débats. Ben vous faites partie du PALU, justement. Mais comment vous avez accueilli la nouvelle de la suspension de l'ancien Premier ministre? Très mal, parce que le parti Lumumbiste Unifié est régi par les 5 documents de base. Et vous estimez que c'est un excès de pouvoir? Non, la décision est très mal tombée et n'est pas conforme aux 5 documents de base. Et n'est même pas conforme aux aspirations de militants, parce que d'ailleurs, au-delà de moi, vous avez vu que des militants de partout le monde et aussi à l'intérieur du pays n'étaient pas contents, parce qu'effectivement, le grief que l'on oppose à l'honorable Muzito ne se retrouve pas dans les textes du parti. Quand on parle de tribune, le PALU, c'est un parti qui a milité pour la démocratie. Et dans nos 5 documents de base, plus précisément le règlement intérieur, on demande aux militants lumumbistes de se battre
pour arriver à mener les combats politiques au niveau des idées. C'est l'article 45 du règlement intérieur. Par après, on dit que l'article 41, si je ne m'en abuse, dit que le militant d'Umumbis doit mettre toutes ses capacités au service du peuple et au service du parti. Donc, les tribunes, ça n'a rien à voir avec une compétence qui serait reconnue à une direction politique au sein du parti pour qu'on puisse qualifier les tribunes d'une usurpation de pouvoir. Donc, ça ne répond pas aux 5 documents de base. Donc, je ne suis pas ici pour étaler les débats qui devraient se faire en interne, mais c'est très mal tombé. Ça ne répond ni aux 5 documents de base et ça ne correspond même pas aux attentes de militants. Avant de passer la parole à Fiston, vous avez quand même accepté que les choses soient ainsi, malgré que vous vous sentez un tout petit peu lésé par rapport à cette décision, pour éviter que le parti soit davantage fragilisé. C'est ce que vous voulez me dire? Non, le débat s'est fait à l'interne. Je pense que l'honorable Muzito devait s'organiser pour faire un recours, parce que le combat, ça doit se faire à l'interne. Un vrai parti politique, ce n'est pas un groupe de dirigeants. Un vrai parti politique, ce sont les militants et ce sont les textes. Lorsque on prend une décision qui n'est ni conforme au texte, ni conforme aux aspirations des militants, c'est tout à fait normal qu'on doit reculer, à moins que l'on veuille installer la dictature au sein d'un parti qui a milité pour la démocratie, à moins que l'on veuille étouffer la réflexion dans un parti politique qui a milité pour la réflexion au niveau du peuple. Parce qu'on doit savoir que c'est les colons que l'on accusait de ne pas amener la réflexion au niveau du peuple. Parce qu'on nous apprend dans l'histoire que les colons, quand ils envoyaient les missionnaires au Congo, ils disaient « allez-y, apprenez-leur à écrire, à calculer et à lire, mais ne leur apprenez pas à réfléchir ». Mais alors, ce sont des partis nationalistes comme le PALU, qui ont milité pour amener la démocratie et la réflexion au niveau du peuple. Donc aujourd'hui, que le PALU puisse se montrer comme étant un parti qui milite contre la réflexion au niveau du militant, c'est assez paradoxal par rapport à sa lutte. Donc je pense qu'à un certain moment... Mais voilà, en clair, vous voulez dire que la démocratie n'existait pas au sein du PALU? Attention, là c'est trop dire. Partout, même à un certain moment, Dieu a été trahi par un de ses plus grands fidèles. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui veulent installer, veulent étouffer la liberté d'expression. Ces gens-là, seraient peut-être, ils sont une minorité. Aujourd'hui, le PALU, ce sont le million de militants. Hein, vous avez vu le militant exprimer leur mécontentement à Bandundouville, à Idiofa, à Gungu et même à l'extérieur du pays. Donc c'est ça la vraie démocratie. Donc la démocratie au sein du parti n'exclut pas qu'il y ait des gens qui veulent tirer les draps vers la dictature. Donc la démocratie existe et je pense que le PALU va... Mais il y a également une règle de conduite. Ça veut dire que dès lors que vous appartenez à une plateforme politique qui est la majorité présidentielle et que vous appuyez les idées du président de la République, du gouvernement, on ne peut pas émettre des avis qui lèsent l'ensemble de la majorité présidentielle, le régime, mettre en question ce que le gouvernement fait, tout simplement parce qu'il y a liberté d'expression. Ça aussi, c'est un dérèglement. C'est qu'on appelle l'autocritique. Moi, je ne l'appelle pas une critique acerbe, parce qu'à un certain moment, même si on est ensemble, pour mieux évoluer, on doit créer de l'autocritique. Et surtout, si on sait l'organiser à l'interne, il faut à un certain moment qu'à l'externe que ça soit organisé. C'est ce qui va vous ramener à l'interne à mieux débattre. Parce que si l'on veut s'orienter vers la pensée unique, on n'évolue pas. J'étais très content un jour quand le patriarche a dit qu'une structure qui ne sait pas se remettre en cause n'évolue pas. Et c'est ça ce que les gens doivent comprendre. On a évolué pendant 32 ans dans la dictature, où il ne fallait pas dire des choses qui devaient mettre en mal les dictateurs, qui devaient orienter la politique de la nation, et on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Donc ces réflexions, c'est une façon de booster la politique. Ce n'est pas de l'opposition. Pourquoi ne pas le faire, M. Steve, autour d'une même table, avec certains acteurs politiques de la majorité présidentielle, par exemple? Mais aujourd'hui, au-delà que cette réflexion doit booster la réflexion au sein de la MP ou au sein de partenaires alliés, ces réflexions, les tribunes, ont encore un autre rôle. C'est celui de ramener les débats politiques au niveau des idées, mais c'est aussi le rôle de ramener le peuple
au niveau de la vraie démocratie, c'est de faire une formation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la politique au Congo lorsque le peuple est complètement désorienté. Lorsque le peuple pense que quand il faut faire la politique, il faut qu'un opposant vienne me dire que Kabila est rwandais et qu'il doit partir, et que au niveau de la majorité, qu'on invente des chiffres, comme parfois on l'a démontré. Donc non, la démocratie, ça doit se faire sur le plan des idées. Et lorsqu'on n'est pas d'accord avec ceux qui émettent telles idées, on est dans l'opposition. Et lorsqu'on est d'accord, on entre dans la majorité. Donc au-delà de créer un débat à l'intérieur de l'AMP, ces tribunes veulent booster la réflexion. Oui, répondez-vous à ceux-là qui estiment que ces tribunes d'Adolphe Muzito est en train de jeter l'opprobre sur les pouvoirs en place, alors qu'il est lui-même membre de la majorité présidentielle? Mais en principe, ça ne devait pas. À un certain moment, une faute est une faute. Lorsque, par exemple, on dit que le gouvernement, dans la 5e tribune, quand on parle du chômage hier, aujourd'hui et demain, et qu'on dit au gouvernement Matata, quand vous dites que 6 Congolais sur 10 travaillent, c'est très grave. C'est vrai que vous avez toujours, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé les chômeurs, et quand vous partirez, vous trouverez les chômeurs, mais quand vous ne voulez pas reconnaître que le secteur de l'emploi, c'est un talent d'Achille pour tout gouvernement, et que vous, de votre côté, vous voulez vous accorder un satisfecit en disant que le taux de croissance a un impact sur l'emploi, parce que 6 Congolais sur 10 travaillent, nous, on devait s'opposer. Et on ne s'est pas opposé sans argument. On s'est opposé en opposant à l'argumentaire du gouvernement le propre rapport qu'il a utilisé. Parce que dans le même rapport de la Banque centrale qu'ils ont utilisé, on dit que le gouvernement crée 100 000 emplois chaque année. Et dans le même rapport, on reconnaît que le taux de croissance démographique est de 3%. Ce qui fait que chaque année, 2 millions de nouveaux demandeurs d'emploi entrent dans les marchés de l'emploi. Alors, comment inverser la courbe de l'emploi, du chômage, de 51% de 2012 à 43% en 2014 et à 39% en 2015, pendant que vous ne créez que 100 000 emplois dans un marché de l'emploi où 2 millions de chômeurs arrivent chaque année. Lorsqu'on fait la soustraction, c'est 2 millions fois 100 000, il y a 1 900 000 d'ajouts de chômeurs. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de régresser, de faire régresser le taux de chômage? Donc, ce genre de mensonge, c'est inacceptable. Et on devait complètement s'y opposer. Vous qualifiez ça de mensonge? Je ne sais pas s'il y a de mots qui peuvent mieux qualifier cela. Moi, je parlerai tout simplement, soit le gouvernement s'est trompé, soit le gouvernement a menti. On va y revenir. Mais est-ce que, question portant évidemment sur la suspension de l'honorable Muzito, quand il avait été suspendu, est-ce que, à votre avis, à mon avis, je trouve qu'il fallait qu'il attende que le conflit, je ne sais pas moi, conflit ou le problème se règle d'abord au niveau du parti, avant de publier ou de faire une nouvelle tribune. Il est suspendu à cause de cette tribune, mais en tout cas, l'honorable sans tête publie encore une nouvelle tribune. Des morts-nés. Et ça, c'est vouloir un affrontement entre son parti. D'abord, je voudrais juste rappeler, je ne sais pas, quand vous parlez de la suspension, est-ce que vous avez réellement lu la décision? Parce que la décision parle d'une destitution et non pas d'une suspension. Et en principe, on destitue quelqu'un d'une fonction et dans la décision, on dit destitution d'un militant. C'est assez bizarre, mais je vous... En tant que juriste, le mot ne vaut pas sa place. Hein? Ne vaut pas sa place et cette sanction-là n'existe pas dans notre règlement intérieur. C'est une destitution de fonction avec interdiction de briguer une autre fonction. Répondez à la question, il aurait dû attendre que le règlement soit... Il aurait dû attendre, Monsieur Floride. Vous devez savoir que nous, en tant que citoyens, et surtout en tant qu'élite, nous avons des obligations, des devoirs, qui ne sont pas le même devoir que les devoirs de structure politique que sont les partis politiques. Aujourd'hui, notre démocratie, pour évoluer, nous devons forcément créer une révolution intellectuelle au sein du peuple. Parce que la démocratie veut dire le peuple devient les directeurs de ressources humaines de politique. Pour devenir député national, le peuple doit analyser votre CV et dire que vous pouvez devenir député. Pour devenir sénateur, c'est la même procédure. Pour devenir président de la République, député provincial, c'est le peuple qui doit choisir. Et le peuple a un grand travail à faire dans la démocratie. Et ce peuple-là, on lui a donné les pouvoirs dans la démocratie sans lui apprendre comment exercer son pouvoir. Et les tribunes sont une façon d'apprendre au peuple
comment exercer son pouvoir. Et là, en tant que lead, en tant qu'ancien inspecteur de finances, en tant qu'ancien ministre de budget, en tant que Premier ministre et actuellement député national, c'est un devoir, et un devoir sacré, qui est au-delà d'un parti politique. Et ces devoirs-là sacrés est conforme aux 5 documents de base. Parce que je vous ai dit, l'article 41 et l'article 45 du règlement intérieur autorisent à tout militant, je ne parle pas d'un quelconque organe, je parle de tout militant. Moi aussi, je suis militant. De tout militant de se battre pour ramener les débats politiques au niveau des idées. Tout militant de mettre ses capacités au service du peuple et du parti. Par conséquent, lui déjà sentant que cette liberté d'expression, ces droits-là qui lui est reconnu par les textes, est effectivement conforme aux 5 documents de base, il ne pouvait que continuer. Donc il n'y a pas une idée d'une confrontation, il ne peut pas se confronter avec le parti. D'ailleurs, le parti aussi, c'est quoi? C'est les 5 documents de base sont le militant qui lui ont demandé de continuer, parce qu'aujourd'hui, ces tribunes édifient le peuple, ces tribunes édifient le militant, et aujourd'hui, peut-être à l'international, nous sommes mieux respectés grâce aux tribunes. Ben alors, aujourd'hui, on pense que Adolphe Muzito est un tout petit peu jaloux des actions menées par le gouvernement Matata Ponyo, Matata Ponyo 1, Matata Ponyo 2, Matata Ponyo dont les actions sont pratiquement louées au niveau de la communauté internationale, même les institutions financières. Vous avez la Banque mondiale, vous avez la BAD, vous avez les FMI. Au cours d'une émission également avec Jean-Marie Kassamba, le grand plateau organisé, c'est pratiquement tous ces acteurs, vos partenaires, nos partenaires financiers qui ont félicité le gouvernement Matata. Et on se dit, on se réveille un matin et on commence à jeter de l'opprobre à Matata 2. D'abord, est-ce que... Ce ne sont que des critiques négatives dans ces tribunes. Il est difficile de trouver des endroits où l'on parle positivement de son gouvernement, Matata Ponyo. Non, il faut faire attention, il ne faut pas aller jusque-là. Moi, je vous dirais tout simplement que le Premier ministre Matata, c'est un ancien ministre de l'ancien Premier ministre Muzito. Est-ce qu'il peut y avoir une confrontation dans ce sens-là entre un Premier ministre et son ancien ministre? Non, Comment ça, non? Pas cela. Non, attention, je vais continuer. C'est une guerre de repositionnement. Non, pas du tout, pas du tout. Il n'envie pas du tout cette fonction de Premier ministre. Pas du tout. Mais je dirais qu'il a eu à louer certaines actions du Premier ministre Matata. Il a eu à dire que le Premier ministre Matata mobilise quand même beaucoup les ressources au niveau interne. Comparativement à lui. Oui, il est en train d'améliorer, même si il a tiré la sonnette d'alarme en disant que le Premier ministre Matata, lorsqu'il présentait son programme d'investiture, a dit qu'il allait mobiliser 48 milliards dans 5 ans. Mais on risquerait dans 5 ans de mobiliser moins que la moitié de ce qu'il avait proposé. Milliards. Donc, en principe, dans une démocratie qui se respecte, il devait rentrer au sein du Parlement pour présenter un nouveau programme du gouvernement. Parce que si vous ne mobilisez que la moitié et moins de la moitié de ce que vous avez promis, ça veut dire qu'il y a des actions qui ne seront pas financées. Donc, quelque part, il encourage, mais il sait reconnaître le faille du nouveau gouvernement. Mais de toutes les façons, quand vous dites que le bailleur de fonds extérieurs ont eu à féliciter le gouvernement Matata, vous citez le FMI et la Banque mondiale, j'ai dit que nous devons mettre ça entre guillemets, parce que ce qui est vrai, ces gens-là sont des diplomates. Devant la télé, ils ne peuvent que féliciter, mais il y a de faits. Non, attention. Allez-y. Je suis assez scientifique, je n'entrerai pas dans la polémique. On aurait bien aimé que le gouvernement Côté FMI, Banque mondiale, ce sont les chiffres qui parlent. Hein. Effectivement. Et les chiffres, il y a un fait palpable qu'on appelle être en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, si vous regardez la balance de paiement, pratiquement la Banque mondiale et le FMI, plutôt plus précisément le FMI, n'appuient plus le gouvernement. Et en 2014, les rapports de la Banque centrale disent que le taux de mobilisation de ressources extérieures était égal pratiquement à 0. La cause, parce qu'on n'était pas en programme avec les FMI et la Banque mondiale. Donc plus précisément, je vous dirais qu'avant l'entrée en fonction de l'honorable Muzito comme Premier ministre, on n'était pas en programme avec le FMI, et quand il est parti, on n'est plus en programme avec le FMI et la Banque mondiale.
J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui pourrait me contredire si actuellement le gouvernement est en programme avec les FMI et la Banque mondiale. Je pense que c'est non. Donc s'il y a des encouragements qui seraient donnés au FMI et la Banque mondiale à l'actuel gouvernement, c'est de la simple diplomatie. Mais qu'à cela ne tienne, le tribune, ça ne touche pas l'actuelle gestion. Les tribunes, c'est une réflexion qui va au-delà de l'actuelle gestion. Parce que nous voulons... Qui va au-delà de l'action Matata. Oui, au-delà de l'action Matata. Et on n'y pense même pas parce qu'on ne cite même pas son nom. Je pense que la seule tribune où on a parlé clairement de l'actuelle gestion, c'est quand on a parlé de l'emploi. Parce que c'était grave qu'un secteur aussi sensible, qu'il soit aussi banalisé. Parce que quand on dit 6 Congolais sur 10 travaillent, ça veut dire que tout va bien. Or, dans le secteur de l'emploi, nous disons ici, le gouvernement lui-même, il reconnaît dans son rapport que sur les 100% de travailleurs, seuls 96%, plutôt 96% sont des indépendants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrat. Est-ce que ces gens-là, sans contrat de travail, on peut les appeler de vrais travailleurs? Et il dit que seuls 4% ont des contrats. Est-ce que 4% seulement peuvent être... 4% sur l'ensemble de la population congolaise? Oui, donc 60% selon le gouvernement, 60% des Congolais travaillent. Et dans les 60%, 96% dans les 60% là sont des indépendants, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour leur propre compte. Et 4% sont des contractuels. Et dans les 4%, un travail, on sait que suppose des cotisations sociales pour qu'après 65 ans, que l'on puisse y bénéficier. Or, dans les rapports du gouvernement, on dit que dans les 4%, seuls le 2% du 4% sont affiliés à l'INSS. Est-ce que l'on peut considérer que un travailleur qui ne cotise pas, c'est un vrai travailleur? Et quand on parle dans ceux qui sont les 2% qui cotisent à l'INSS, c'est qu'ils reçoivent, après qu'ils aient atteint 65 ans, sont de miettes. Donc le secteur de l'emploi, c'est un secteur sensible. On voulait un peu rappeler au gouvernement de revenir au bon sentiment, de ne pas ramener les satisfecits à tous les niveaux, comme un peu le gouvernement aime bien le dire, tous les indicateurs sont ouverts. Ça a été une analyse politique tout simplement ou bien scientifique appuyée par des données? Avez-vous contacté par exemple le NEM, tout ça, l'INSS pour donner des chiffres contradictoires on n'a même à ceux donnés On n'a même pas voulu, non, on a exploité les chiffres du gouvernement. Dans le même rapport que le gouvernement a utilisé, nous, on a utilisé le même rapport pour contredire leurs propres affirmations. Parce que c'est inacceptable. Comme je vous ai dit, qu'on dit 100 000 emplois chaque année qui sont créés et 2 millions entrent dans les marchés de l'emploi chaque année. Et on dit que le taux de chômage est en train de régresser. Je ne sais pas selon quelle formule on appliquerait cela. Donc on ne parle même pas de rechercher d'autres données, on utilise le même rapport. Alors, M. Steve Kivuata, est-ce que cette prise des positions de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu, ce n'est pas parce qu'il veut se rendre populaire, par exemple? En principe, fiston, dans une démocratie, on n'a que des idées pour rechercher à se rendre populaire. En France, Nicolas Sarkozy, pour revenir, il doit amener de nouvelles idées. Et le vrai combat politique doit se situer à ce niveau. En principe, nous, on veut tout simplement dire à la classe politique que lorsqu'on veut prendre le pouvoir au Congo, ce n'est pas à partir de l'est du pays où on va prendre des enfants soldats et quelques rebelles pour prendre le pouvoir, ou aller signer des contrats avec de pays voisins qui aiment bien déstabiliser le pays. Nous on leur dit, c'est avec les idées qu'il faut conquérir le pouvoir, c'est avec les idées qu'il faut séduire le peuple. Nous, on dit à la classe politique congolaise, c'est pas par la ruse, dialogue ou plus ou moins conciliable pour le partage de postes que l'on doit arriver au pouvoir. Non, nous on dit c'est à travers les idées. Et lorsqu'on convainc le peuple congolais, c'est dans les élections que le peuple va te donner le pouvoir. Nous, on veut ramener la démocratie. Dans les élections, mais Adolphe Muzitu vient d'être suspendu pendant 3 ans. Il ne va pas briguer un poste politique au sein de votre parti, les Palous. Il peut faire pas le mot. Il est candidat à président. Est-ce qu'il va postuler justement en 2016 comme candidat président pour les comptes du parti? Il ne préfère pas le mot suspension, il ne préfère pas non plus le mot président ou dans son parti, lui-même il se serait prononcé. Non, je pense que là c'est mettre la charrue devant le bœuf. Aujourd'hui le problème est que par rapport à la décision qu'il a sanctionnée, généralement en droit on accorde à toute personne la possibilité de se tromper.
et à la personne qui a été sanctionnée la possibilité d'introduire un recours. Donc, il se peut que ceux qui étaient derrière la décision trouvent que réellement, ils ont été à côté de la plaque, ils n'ont respecté ni les 5 documents de base, ni les attentes de la population, et que cette décision-là puisse être levée. Mais dans l'entretemps, son combat, ce n'est pas qu'un combat personnel. C'est vrai, il est situé au niveau des idées, ça doit être ça, la stratégie pour arriver à séduire le peuple congolais, c'est à travers les idées, et ça va mieux orienter la politique congolaise. Mais aujourd'hui, pour qu'il se prononce, il faudra un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, le Palou a le poste de vice-premier ministre en charge de l'emploi. Vous avez dit que c'est un secteur très sensible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Palou fait pour que finalement des milliers de gens qui sont dans les entreprises à la merci des employeurs puissent véritablement être dans leurs droits? Parce qu'on va vous sanctionner. C'est un poste qui revient au Palou. Et Willy Makiash, il est proche de votre secrétaire général, même si vous êtes proche d'Adolphe Muzito. Je suis proche du parti. Moi, je suis proche du parti et très séduit par les idées de l'honorable Muzito. Oui. Je ne suis pas le porte-parole du vice-premier ministre Willy Makiashi. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans ces secteurs. Et aujourd'hui, les secteurs de l'emploi, c'est un secteur qui doit subir les transformations au niveau de l'économie. C'est un cadre de votre parti. En réalité, si j'ai posé cette question, c'est parce que vous êtes aussi cadre du parti. Bien sûr. Ce n'est pas un vice-premier ministre qui va créer de l'emploi. C'est l'économie qui crée de l'emploi. L'économie doit mettre en place des conditions qui pourraient permettre au secteur privé d'aller investir au Congo et de créer de l'emploi. Mais vous n'attendrez pas que l'économie puisse bouger pour sécuriser ceux qui sont dans des conditions précaires. Je pense que le vice-premier ministre est en train de vous écouter. Il doit faire son travail pour protéger les travailleurs. Il doit, et vous avez le droit de l'interpeller dans ce sens-là. Donc, il engage sa responsabilité. Bien sûr. En tant que vice-premier ministre. Ce que je ne comprends pas avec vous, ce que vous défendez, quand je vous pose des questions concernant Adolphe Muzito, vous le défendez. Quand je pose des questions, maintenant je pose des questions par rapport à Willy Makiashi, alors vous me renvoyez la balle pour dire c'est son travail. Moi je pense qu'il est en train de faire son travail. Il est en train de faire son travail. Pour l'honorable Muzito, je défends ses idées. Je ne défends pas autre chose que ses idées. Donc, je reconnais que le vice-premier ministre est en train d'abattre un très grand travail. Mais dans l'entretemps, nous avons eu à démontrer que dans une réunion de la Troïka stratégique, on vous a dit que chaque année, le gouvernement a affirmé qu'il créait 100 000 emplois chaque année. Mais en 2015, les rapports que le vice-premier ministre, ministre du Travail, a présentés devant le gouvernement, devant le Premier ministre, eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'a créé que 20 000 emplois au premier semestre de l'année 2015. On avait fait un papier, moi et Fumutoto, pour dire quid de la réduction du chômage, de la réduction du taux de chômage de 43% en 2014 à 39% en 2015, parce qu'on disait qu'on allait créer 100 000 emplois. Alors au premier semestre, on s'est rendu compte qu'on n'a créé que 20 000 emplois, ce qui veut dire que toutes choses restant égales par ailleurs, on ne créera que 20 000 emplois dans le deuxième semestre, donc 40 000 emplois au lieu de 100 000 emplois. Ce qui veut dire que c'est déjà une contre-performance. Ou de la comédie, tout simplement. Ou de la comédie, on ne sait pas, tellement qu'on ne sait pas donner des chiffres contraires. Mais parlons justement des tribunes. Il y en a une qui est la toute nouvelle, je crois, intitulée « Des mornings ». Pourquoi ce titre? C'est vrai, c'est pour interpeller. C'est pour interpeller. Et je sais que c'est scientifique, défendre des idées, mais quelquefois les titres... C'est scientifique et politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut jamais... Les titres sont trop forts. Trop fort, et ça blesse. Non, ça dénote de la vraie réalité. Aujourd'hui, il a commencé par rappeler à nous unitaristes, parce que depuis 1960, au commencement, il y a toujours eu cette lutte entre les unitaristes et les fédéralistes. Nous, le Palou, avec les 4 anciens partis, CREA, Baloubakat, PESA et MNC, étions des unitaristes. Unitariste, ça voulait dire on veut garder les 2 345 000 km² comme superficie. On ne veut pas qu'on crée d'autres États au sein de la RDC. Mais ça veut dire que la décentralisation n'est pas
n'est pas contre, c'est pas créer d'autres États au sein de la RDC, non? Oui, effectivement, je vais vous expliquer. Effectivement, il y a une différence entre la décentralisation administrative et la décentralisation politique et le fédéralisme. Et soyez calme, je vais vous expliquer. Allez-y. Voilà un peu, c'était ça la conception pour les unitaristes. On veut garder les territoires nationaux, mais on veut quand même booster les développements à travers une décentralisation au niveau de la base. Mais il n'y a pas beaucoup de pouvoirs qui sont reconnus aux entités territoriales décentralisées parce que ce sont de simples entités administratives. Et les fédéralistes, de leur côté, eux, ils estimaient qu'en réalité, nous n'avons vraiment rien en commun entre nous. Chaque province a ses diversités en matière culturelle et ethnique. Oui. Par conséquent, lorsqu'on demande l'indépendance, nous devons être régis dans le cadre du fédéralisme, où on a un État fédéral et chaque province, chacune des provinces serait des États fédérés. Mais nous, unitaristes, avons considéré que le fédéralisme, c'était un passage vers l'indépendantisme, vers la sécession. Et il vous souviendrez que le plus grand fédéraliste était en réalité des sécessionnistes. Il y avait Moïse Tshombe, il y avait un peu aussi Joseph Kasavubu, qui avant 1960, à un certain moment, a demandé l'indépendance rien que pour Léopoldville. C'est Antoine Gizenga qui l'a convaincu de réclamer l'indépendance de toute la République, d'où la création du cartel Pessa-Abako avant 1960. Donc, c'est des gens que nous, on considère comme des indépendantistes. Et aujourd'hui, en 2006, on a réussi un compromis où nous, unitaristes, avions concédé un certain nombre de principes. Nous avons pris un certain nombre de principes de fédéralistes et nous avions accepté aussi que les fédéralistes prennent un certain nombre de principes qui nous sont reconnus. Nous, unitaristes, avions concédé aux fédéralistes que 40% de recettes à caractère national du budget, donc pratiquement que le budget soit divisé en deux. 50% qu'il soit reconnu au pouvoir central et 50% aux provinces. Donc 40% pour la rétrocession et 10% pour la Caisse nationale des péréquations pour résoudre les déséquilibres entre provinces. Et nous, unitaristes, avons concédé aux provinces, aux fédéralistes, le fait que les provinces doivent devenir des entités politiques. Des entités politiques avec de compétences exclusives. L'enseignement primaire et secondaire et professionnel, l'agriculture, la santé, ainsi que les affaires coutumières. Aujourd'hui, le Premier ministre est en train d'interpeller les unitaristes et d'interpeller toute la classe politique en disant que nous, unitaristes, entre autres le président Joseph Kabila, qui est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, et Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était militant au sein de Baluke Bakat, parti qui a fusionné dans Palou, il nous interpelle en disant que nous ne sommes pas en train de respecter les compromis qui nous lient avec le fédéralisme. Ils risqueront un jour de se réveiller. Aujourd'hui, les Bakata Katanga au Katanga se réveillent. Le CNDP au Kivu, ils ont réclamé la décentralisation, c'est ce qu'ils appellent la décentralisation, mais techniquement, c'est cette décentralisation politique au niveau de province. Et même au Bas-Congo, on a toujours réclamé. Donc, ils risqueront de se relever. Alors, le Morné, c'est encore pour nous interpeller, pour dire que les provinces, les provinces ont eu des difficultés. Dans la première tribune, il a dit la RDC est un État sans province. Oui. Pour démontrer que les provinces ne bénéficient ni de pouvoirs qui leur sont reconnus par la Constitution, c'est-à-dire les compétences exclusives, ni les 40%. Là, quand il les dit, il ne critique pas les autres, il se critique lui-même aussi. Parce que lui-même, en termes de rétrocession, il n'accordait que 6%. Oui. Et même si lui, il peut avoir une excuse par rapport au paiement de la dette extérieure. Donc c'est une crainte de voir ces nouvelles provinces être vouées à l'échec. Aujourd'hui, oui, je vais y arriver. Aujourd'hui, l'actuel Premier ministre ne donne que 4% pendant que lui donnait 6%. Donc, aujourd'hui, comme ces anciennes provinces ont eu des problèmes d'existence, ça veut dire qu'elles ne peuvent mettre au monde que soit de morts-nés, soit des prématurés. Tout à fait normal, parce que les anciennes provinces n'ayant pas bénéficié des compétences exclusives, n'ayant pas bénéficié de la rétrocession, ça veut dire que les actuels vont avoir le même problème. Pas forcément. Non, mais pire, bon, à moins que le gouvernement change d'orientation. C'est ce qu'il a dit dans la 7e tribune. Oui. Mais au-delà de cela, les actuelles provinces ont d'autres problèmes. D'où, quand il dit les morts-nés, c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu la layette. On a fait naître de nouvelles provinces sans que l'on prévoie de bâtiments pour ces provinces.
Pourtant, que ce soit au niveau des recettes à caractère national, que ce soit au niveau des ressources propres, ces provinces sont démunies. Prenons l'exemple de la province de Bandundu. La province de Bandundu devait mobiliser en 2015 45 millions de dollars. Et au premier semestre, c'est-à-dire le premier 6 mois, cette province de Bandundu, Kwilu, Kwango, Maïndombe et ensemble, n'a pu mobiliser que 3 millions de dollars. Ça veut dire 1 million de dollars pour chacune de provinces pour fonctionner pendant 6 mois. Donc vous comprenez, s'il y a un autre mot qui peut mieux exprimer les mornais, moi je préférerais est-ce que Adolphe Muzito est contre la mise en place des nouvelles provinces? Pas du tout. Il veut que l'on puisse installer les nouvelles provinces. D'ailleurs, depuis 2010... Mais que l'on soit seulement conscient des enjeux. Que l'on soit conscient des enjeux et que l'on respecte le préalable. C'est depuis 2010 qu'il a écrit, pendant qu'il était Premier ministre. Mais il s'exprime au moins à l'Assemblée nationale. Hein? Mais à l'Assemblée nationale, on accorde peu de temps pour débattre, de 1 et de 2. On est 500, on va pas le laisser là en train de parler à tout moment. Aujourd'hui, il est essentiel de parler au peuple. Et tous les députés nationaux, les présidents de la République, les premiers ministres, le ministre sont dans le peuple. Il est essentiel de parler au peuple et c'est de cette façon-là qu'on va améliorer la démocratie. Mais depuis 2010, les gens qui sont en train aujourd'hui de contester les tribunes, ils doivent savoir que c'est depuis 2010 qu'il a écrit sur un ouvrage sur l'installation de nouvelles provinces, défis et contraintes. Et dans cet ouvrage, pendant qu'il était Premier ministre, il a tracé un schéma où il a dit quels sont les préalables en matière législative, en matière réglementaire, en matière de bâtiments, en matière même, disons, de la Caisse nationale des péréquations, pour que ce soit une réussite, pour qu'on puisse installer les nouvelles provinces qui ne soient pas des coquilles vides. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il est en train de parler, et moi encore de critiquer. Voilà, on a fini cette émission. La continuité de publication des tribunes, n'est-ce pas là une indiscipline face à votre parti politique? L'indiscipline, c'est par rapport à un texte. L'indiscipline, ça... au fait, ça ne se présume pas. Justement, de publier des tribunes. Nous devons comprendre qu'un état des droits, c'est le fait que toute personne doit être soumise au texte de la République. Et au niveau d'un parti politique, le texte sont les statuts et les règlements intérieurs. Lorsqu'un groupe de personnes vous interdit de faire une chose, vous devez vous poser la question, est-ce qu'ils le font conformément aux 5 documents de base qui régissent le parti ou pas? Lorsqu'ils sont en train d'aller au-delà de leur pouvoir, Floris Zantoto parlait de l'excès du pouvoir, vous devez de continuer votre lutte. Parce qu'aujourd'hui, cette lutte, ce n'est pas pour l'honorable Muzito. Cette lutte, c'est pour le peuple congolais. Et cette lutte, c'est pour la démocratie en République démocratique. Est-ce que Muzito est devenu un opposant? Parce qu'on le qualifie aujourd'hui comme étant un opposant. Il ne faut pas croire que seule l'opposition a le droit d'émettre des idées. Là, vous êtes en train de jeter des fleurs à l'opposition. Non, même tout en étant de la majorité, on peut émettre des idées et créer les débats au niveau interne. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut s'améliorer et être en osmose avec le peuple. Ce grand plateau est fini. Brièvement, avant de terminer, est-ce que vous vous félicitez des actions menées par l'honorable Adolphe Muzito durant son mandat à la tête de la primature? Bien sûr. L'honorable Muzito, quand il était nommé Premier ministre, on lui a donné 3 missions essentielles. Terminer la guerre à l'Est, stabiliser les cadres macroéconomiques et atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, améliorer le social de la population. Et plus ou moins de missions contradictoires, parce que comment être en programme avec les FMI et la Banque mondiale, annuler la dette extérieure, tout en faisant la guerre et tout en améliorant le social? C'était contradictoire, mais il a réussi, parce que la guerre a été terminée avec Kunda Batware. Deuxièmement, nous avions stabilisé les cadres macroéconomiques et atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. La guerre, c'est aussi le FDLR. Hein. 9 milliards. Non, le FDLR sont venus après. Oui. C'était d'abord Kunda Batware. On a annulé 9 milliards de dollars et sur le plan du social, on a amené les salaires de professeurs d'université de 500 dollars à 2000 dollars. Oh, c'est ça, le social pour vous, c'est le salaire. Le social, il faut commencer quelque part. On accordait 40% du budget sous la gestion de l'honorable Muzito était accordé, consacré aux rémunérations. C'est ce qui a permis qu'on améliore les salaires. Avec autant de conseillers qu'il avait à la primature là-bas, c'était un poids pour la République. Hein. On ne peut pas, on ne nomme pas les conseillers sans un texte. Oui. S'il a eu à nommer les conseillers, je pense que c'est les textes qui les permettaient, sinon ils n'allaient pas être reconnus par la République.
Non, merci Monsieur Steve Kivota d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission Grand Plateau. Merci à vous également, Fiston, de nous avoir accompagnés. J'espère que vous reviendrez. Bien sûr. Vous avez été vraiment à la hauteur pour défendre Adolphe Mosito. Pour défendre ses idées, surtout. Merci. Cette émission est finie. Merci de l'avoir suivie. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.